Bonjour et bienvenue sur Objectif Patientèle, le podcast des psychologues qui veulent développer leur patientèle sans publicité, uniquement grâce à la création de contenu. Pour ce premier épisode, on va parler d'un problème qui touche les psychologues, le problème du bouche à oreille. Notez que ça peut aussi toucher les psychiatres, mais pour des raisons que vous allez comprendre, je pense, assez rapidement quand on va avancer dans le déroulé de l'épisode, les psychiatres ne sont pas exactement concernés de la même manière que les psychologues. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me permets de me présenter. Je m'appelle Frédéric Garcia, je crée du contenu depuis plus de 10 ans maintenant, puisque j'ai créé ma première chaîne YouTube en 2013, ce qui ne me rajeunit pas. Et je suis consultant en stratégie YouTube depuis 2020. Les présentations sont faites. On va pouvoir passer au vif du sujet et comme je vous l'ai dit, dans ce premier épisode, je voudrais qu'on aborde ensemble le problème du bouche à oreille pour les psychologues. Alors, normalement, quand on crée une entreprise, parce que je sais que les psychologues sont très attachés à leur rôle de soignant et aussi de sachants qui ont fait des études, qui ont un master en psychologie, mais n'empêche que vous payez l'URSSAF comme n'importe quel avocat ou n'importe quel architecte qui a son cabinet d'architecte. Et à la fin du mois, si vos comptes sont dans le rouge, vous êtes comme n'importe quelle entreprise qui n'a pas fait assez de chiffre d'affaires ou qui a trop de charges par rapport à son chiffre d'affaires. Donc, je voudrais un peu tout de suite tordre le cou à cette opposition entre d'un côté les entrepreneurs et de l'autre les professions libérales de santé, tordre le cou aussi à cette opposition entre les patients et les clients de l'autre. Bien sûr que vos patients sont littéralement des patients qui viennent avec une problématique et à qui vous allez apporter tout votre savoir-faire de personnes qui a justement fait des études de psychologie, qui a suivi un vrai cursus universitaire et qui a un savoir-faire que les coachs n'ont pas, que les différents gens qui s'appellent psychopraticiens n'ont pas, etc. Mais vous avez aussi une problématique qui est celle d'un entrepreneur qui veut des clients, parce que en fait, votre patient, avant de prendre sa première consultation avec vous et de rentrer dans cette relation d'accompagnement très particulier, qui est l'accompagnement de santé mentale en fait, ce patient, avant donc de prendre sa première consultation, il est exactement comme un client qui n'a pas acheté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est ce qu'on appelle un prospect. Qu'est-ce que c'est un prospect ? Dans le jargon entrepreneurial, en fait, c'est un client qui n'a pas encore acheté et qui donc en fait n'est pas vraiment un client. Vous pensez que c'est potentiellement un client, vous savez que ce que vous lui vendez va lui convenir. Donc dans votre cas, l'accompagnement, la psychothérapie que vous allez lui vendre est adaptée à sa problématique, vous connaissez vos compétences, mais est-ce que votre patient potentiel, lui, il a bien conscience de vos compétences ? Pourquoi il vous choisirait vous plutôt qu'un autre psychothérapeute ? Pourquoi il vous choisirait vous plutôt qu'un coach ? En fait, dans la tête de votre potentiel patient, quand il est au stade prospect, en fait, il se passe plein de choses. Et dans cet épisode, je ne vais pas rentrer dans le détail de toute la mécanique qui se joue dans la tête d'un prospect, mais c'est juste pour vous dire qu'en fait, vous avez, malgré ce que vous pouvez penser, malgré l'attachement que vous pouvez avoir à la particularité du métier de psychologue, en fait, vous avez énormément de points communs avec un entrepreneur qui n'a pas encore converti un prospect en client, puisque c'est le terme qu'on utilise dans le milieu, on parle de conversion, alors ça fait un peu secte, mais là encore, c'est juste parce que c'est mathématique en fait. Un prospect qui n'a pas acheté, il n'a pas rapporté de chiffre d'affaires, donc vous ne l'avez pas converti entre guillemets, vous n'avez pas converti son intérêt en acte d'achat, et donc l'acte d'achat en chiffre d'affaires sur lequel vous déclarez bien sûr votre URSSAF, vos charges, etc. Donc, je voudrais vraiment tordre le cou à cette opposition. Client n'est pas un mot sale, ça ne dévalorise pas la relation de soins. Au contraire, moi je trouve que client c'est quelque chose qui est potentiellement très noble parce que quand on vend un produit, y compris quand ce produit est un service, y compris quand ce service est un service de bien-être et de soins et de thérapie, et ben en fait, on veut prendre soin de ses clients. Enfin voilà, moi j'ai envie que mes clients reviennent, je ne fais pas de psychothérapie, mais en tant que consultant, et avant même quand j'exerçais une activité de coaching, pour le coup pour les particuliers, en fait moi j'ai envie que mes clients ils reviennent, j'ai envie qu'ils soient contents, et j'ai envie de les traiter entre guillemets comme des rois,
Voilà. Donc ça ne veut pas dire que le client est dans les faits roi s'il a des demandes délirantes, de même que votre patient ne va pas vous imposer certaines choses, mais en fait, le terme client est un terme qui peut être très respectueux. Je voulais vraiment faire cette précision, parce qu'en plus, comme je m'adresse à des francophones, principalement des Français, mais aussi aux Belges et aux Suisses, on sait malheureusement que dans le monde de la francophonie européenne, et en particulier chez les Français, il y a une problématique très compliquée envers l'argent, la culpabilité de gagner de l'argent. L'argent, c'est forcément sale. Si on en touche, c'est forcément qu'on a escroqué quelqu'un. Donc, parler de client pour un patient, ça veut dire qu'on est en train de pervertir la relation thérapeutique. Non, je vous rassure, un bon entrepreneur, un bon freelance aussi, c'est quelqu'un qui veut prendre soin de ses clients, qui les traite avec respect, qui les traite avec honnêteté, avec une certaine éthique. Donc voilà, je voulais tordre ce coup à ça. Donc je reviens à la question du bouche-oreille. Quand on ouvre une entreprise, y compris quand on est infirmier libéral par exemple, mais aussi quand on est avocat, architecte, etc., en fait, l'entourage a tendance à nous dire « Tu vas voir, le meilleur moyen de développer ta clientèle, c'est le bouche-oreille. » Et donc, pour les professions de santé physiques, je pense par exemple aux ostéopathes, il y a aussi cette idée que le bouche-oreille, c'est vraiment le meilleur levier en fait pour développer sa patientèle. Sauf que il y a en fait une particularité qui est propre aux psychologues, qui est justement la problématique de la santé mentale et la stigmatisation qui reste en fait dans notre société, parce que malgré ce que je vais pudiquement appeler la libération de la parole, le fait que sur les réseaux sociaux on a de plus en plus de gens qui se présentent comme ce qu'on appelle en anglais des mental health advocates, que je vais traduire très approximativement, mais pour rendre la notion profonde, comme des militants de l'inclusion, de l'inclusivité des personnes en situation parfois de handicap, parfois en situation de maladie mentale, plus globalement pour l'inclusion et l'inclusivité de ce qu'on appelle la neurodivergence. Malgré l'activité de ces gens, qui d'ailleurs parfois s'y prennent pas super bien et vont être un petit peu trop agressifs avec les gens qu'ils estiment être des validistes, malgré tout ce phénomène qui se développe, et malgré le fait que parfois des célébrités qui ont des troubles mentaux prennent la parole, alors parfois c'est des prises de parole un peu particulières, je pense à Kanye West qui est diagnostiqué bipolaire, mais qui tient aussi régulièrement des propos antisémites, ce qui du coup est un peu compliqué pour l'image des personnes bipolaires. Bref, malgré l'évolution de la culture globale et l'évolution du discours dans les médias, en fait, il y a encore énormément de stigmatisation au sujet de la santé mentale. Et je pense d'ailleurs, petite anecdote de l'époque où j'ai fait un stage en hôpital psychiatrique, puisque je ne l'ai pas précisé, mais j'ai fait des études de psychologie clinique, c'était mon premier cursus. Et alors je n'ai pas fini mon master, mais j'ai quand même validé ma licence, et en stage de licence, justement, je travaillais en hôpital psychiatrique. Alors je ne vais pas donner le nom de l'hôpital pour ne pas les stigmatiser, parce que j'étais assez choqué par ce que j'ai découvert là-bas, mais en gros, je me rappelle de la mère d'un patient. Ma maîtresse de stage m'autorisait donc à assister aux entretiens avec elle, et c'était un patient à la base qui était hospitalisé pour des bouffées délirantes, et je me rappelle de la mère de ce patient qu'on avait eu en entretien. C'était évidemment très intéressant de pouvoir s'adresser directement à la mère et d'avoir un point de vue complémentaire sur les événements, vu l'état du patient qui n'était pas forcément, dont on pouvait douter de la véracité de certains propos, et on pouvait avoir du mal à démêler le vrai et le faux, compte tenu de son état. En fait, la mère avait une réflexion qui m'avait vraiment marqué. Alors, je ne suis pas en train d'affirmer que je vais vous donner le verbatim, vraiment mot pour mot, mais en gros, ce qu'elle avait dit, c'est que en fait, c'est elle qui avait amené son enfant aux urgences. Je dis enfant, on parlait d'un jeune homme d'une vingtaine d'années, mais voilà. C'était la mère et c'était donc son enfant qu'elle a amené aux urgences, et en fait, elle nous expliquait son désarroi. Et elle nous disait, en fait, moi je ne savais même pas où c'était les urgences psychiatriques. Parce que, en fait, on sait tous où sont les urgences hospitalières générales, qui parfois sont confondues avec les urgences psychiatriques dans certains hôpitaux. Mais en gros, c'est vrai que autant on a tous soit appelé un jour les pompiers, le SAMU, on s'est rendu soi-même aux urgences pour
un ongle, pas un ongle, pardon, un doigt de pied cassé parce qu'on s'est cogné dans une table, ou on a tous dans notre entourage quelqu'un qui a dû se rendre aux urgences physiques, entre guillemets, pour consulter, ben autant les urgences psychiatriques, moins on les voit, mieux on se porte, et ben en fait, pour des raisons statistiques, très très peu de gens y vont, et en fait, la psychiatrie, globalement, j'ai élargi au-delà des urgences, la psychiatrie c'est un peu comme la prison. On passe à côté d'un mur de prison, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne veut pas savoir, et puis à part quelques reportages plus ou moins racoleurs dans des émissions télé ou des reportages sur YouTube, bah en fait on ne sait pas ce qui s'y passe, et seuls les professionnels du milieu connaissent un peu les coulisses, et c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment envie de creuser. Et il y a toute cette image, même dans le vocabulaire courant, on va dire de quelqu'un, ah lui il est taré. Voilà. Bon, évidemment quand on commence comme ça, tout problème ou toute suspicion de problème psychologique peut être très très stigmatisant pour la personne concernée, et ce qui veut dire qu'il y a une problématique autour de la honte. Alors je ne dis pas que tout le monde a honte de ces éventuelles problématiques psychologiques, mais c'est encore très répandu, et je dirais même c'est beaucoup trop répandu dans la population. Et la conséquence de ça, c'est qu'en fait, le bouche-oreille classique ne fonctionne pas, ou en tout cas il fonctionne infiniment moins pour les psychologues qui veulent développer leur patientèle et qui espèrent en fait que les patients qu'ils ont en suivi, parce qu'ils seraient ravis de la manière dont le psychologue les traite, se mettraient à recommander leurs services à leurs proches qui leur demandent. Pourquoi ? Tout simplement parce que, je vais faire un parallèle avec les problèmes physiques, si vous avez un petit problème de santé physique, je dis ça bien sûr pour aller très vite, puisque évidemment que le psychologique c'est du physique, si on n'a pas de système nerveux, on n'a pas de maladie mentale évidemment, donc d'ailleurs on n'a pas de vie mentale globalement, on n'a pas de vie cognitive, on n'a pas de vie spirituelle, bref, vous voyez l'idée, quand on est en fait, quand on a un petit problème de santé, mettons par exemple que moi, lors de mes 2-3 derniers footings, j'ai ressenti une douleur à la hanche, et ça m'inquiète un peu, je sais que je vais devoir consulter, probablement un médecin du sport, on va commencer par là, peut-être qu'à la machine à café, au travail, je vais en discuter avec un collègue, peut-être je connais un collègue qui fait aussi de la course à pied, comme moi, et je lui dis, tu sais, ça fait plusieurs footings que j'ai mal au niveau de la hanche, est-ce que je me demande si c'est pas une tendinite, ou j'espère que c'est pas de l'arthrose, parce que bon, je suis plus tout jeune, etc. Est-ce que toi, tu connais quelqu'un, tu connais un bon médecin du sport que je pourrais aller voir pour qu'il m'aiguille ? Et bien sûr, la personne en face, si elle a quelqu'un à conseiller, elle va le faire. Votre collègue, il va pas se priver, il va pas dire « Ah non, je n'ai jamais été voir un médecin du sport, mon Dieu, oulala, c'est beaucoup trop stigmatisant. » Évidemment qu'en raison de la stigmatisation et de la honte qui entoure trop souvent les problématiques mentales, ce qui va se passer, c'est deux choses. C'est d'abord que la personne qui se dit « Il faudrait peut-être que je consulte, il faudrait peut-être que je me fasse accompagner », elle va pas poser la question autour d'elle, elle va se tourner vers Internet pour faire des recherches. Parce que du coup, elle reste anonyme en tant qu'internaute. Mais ça va être compliqué pour elle d'en parler à la machine à café. Ça peut même être compliqué pour elle d'en parler à son entourage, à sa famille, à ses amis. Évidemment, le paroxysme de l'autocensure, c'est plutôt le milieu professionnel. Donc non seulement la personne ne va pas poser la question autour d'elle, ou en tout cas elle va moins la poser, elle va la poser à un plus petit nombre de gens, mais de l'autre côté, les interlocuteurs de ce patient potentiel, en fait, ne vont pas non plus forcément lui répondre. Je reviens à la machine à café au travail, si moi je me sens un peu déprimé en ce moment et je me dis il faudrait peut-être que je consulte parce que ça se trouve je fais un épisode dépressif, ou c'est peut-être moins grave que ça, mais on va anticiper, enfin voilà. Ok, il n'y a plus de tabou, on est en 2024, allez je me lance, j'en parle à la machine à café. Mais en fait, même si moi je trouve ce courage-là, autour de moi, les collègues, si je leur dis « Ah, est-ce que vous connaissez un psychologue que je peux voir parce que je pense que je suis un peu trop déprimé, c'est louche et j'aimerais faire une psychothérapie ?» Voire si je dis « Ah est-ce que vous connaissez un psychiatre que je pourrais voir et qui pourrait me prescrire une psychothérapie, y compris médicamenteuse ?» Si j'ai un collègue qui a fait un épisode dépressif et qui a même été, sur le cas extrême, qui a été sous traitement médicamenteux, ce collègue, il a peut-être pas du tout envie de révéler à ses autres collègues qu'il a fait un épisode dépressif il y a 2 ans ou il y a 3 ans.
Et donc, il ne va pas me recommander le psychiatre, même si ça s'est très bien passé et qu'il est ravi de sa psychothérapie, en fait. Maintenant qu'on a bien explicité le problème, quelle est la solution ? On pourrait se dire, la solution, c'est tout simplement d'apparaître dans les résultats Google. Google, c'est le moteur de recherche dominant et quasi monopolistique sur Internet. Donc, il suffit que je me place bien et que si quelqu'un tape psychologue Montélimar dans la barre de recherche parce qu'il veut consulter, j'apparaisse dans les premiers résultats. Il y a plusieurs problèmes avec cette approche, puisqu'en fait, déjà, ça fait 20 ans, même un petit peu plus, que Google est devenu mainstream. Le moteur de recherche a été lancé en 98, mais techniquement, il a commencé à s'imposer au début des années 2000. Donc ça fait 20 ans que tout le monde se bat pour être sur la première page de résultats Google. Et l'art du SEO, donc Search Engine Optimization, ce que certains appellent en français le référencement naturel, c'est quelque chose qui a été, je dirais, optimisé par des rédacteurs web, par des entrepreneurs, par une petite catégorie de personnes. Vous pouvez avoir recours à leurs services, bien sûr, mais en fait, il y a une soixantaine de résultats sur une première page Google. Alors, Montélimar, ça va parce qu'il n'y a probablement pas 60 psychologues à Montélimar, mais par exemple, dans le cas de Paris, il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc c'est une approche qui est extrêmement concurrentielle, parce que comme ça fait 20 ans que les gens essaient de se placer sur les résultats Google, ça fait 20 ans que l'art d'optimiser le référencement naturel, il a progressé, et donc en fait c'est un truc extrêmement concurrentiel. Vous n'êtes a priori pas un expert du sujet, et si vous avez recours à un expert du sujet, cet expert, il a aussi travaillé avec d'autres psychologues, et normalement il va traiter tous ses clients de façon égale. Donc s'il vous fait la meilleure page possible pour que vous apparaissiez en première page des résultats, il fait aussi la meilleure page possible pour les autres psychologues qui ont recours à ses services. Donc c'est un peu match nul, si je puis dire. Et puis, l'autre élément, c'est qu'en fait, les techniques de référencement naturel, en tout cas les techniques d'optimisation de référencement naturel, elles changent régulièrement. Ce qui veut dire que vous pouvez réussir à être en première page des résultats à un instant T, mais 2 ans après, ou même 6 mois après, ne plus apparaître en première page des résultats. Voilà. Donc c'est un truc extrêmement changeant, où il faut tout le temps faire de la veille, il faut tout le temps s'adapter. C'est assez chronophage, c'est assez stressant. Et surtout, même dans un monde idéal où vous arriveriez à être sur la première page de résultats et à y rester, en fait, c'est une approche extrêmement limitante, parce que pour moi, en fait, c'est encore une approche pré-internet. C'est la version numérique des pages jaunes, mais c'est quand même les pages jaunes. Pourquoi ? Parce que même si une partie des patients seront rassurés par une consultation en physique, il y a aussi une énorme partie des patients qui seront rassurés par une consultation en visio. Moi personnellement, j'ai fait une première psychothérapie quand j'étais à la fin de ma vingtaine et je l'ai fait en physique. Voilà. Mais j'ai commencé une deuxième psychothérapie plus récemment et je l'ai fait en visio. Voilà. Pour des raisons, alors qui ne sont même pas de peur, parce que je suis familier du sujet, entre mes études de psychologie clinique, entre le fait que j'ai déjà fait une psychothérapie, moi j'ai pas de stigmatisation là-dessus, mais en fait c'est une question d'emploi du temps, c'est-à-dire que je n'ai absolument pas le temps de me déplacer pour aller trouver un psychologue, et comme je suis assez exigeant sur le type d'accompagnement que je veux, en fait autour de moi, même si je vis en région parisienne et qu'on a plus d'accès aux soins qu'à Montélimar, je reprends cet exemple, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui avec Montélimar, même si j'ai plus d'accès aux soins, il s'avère que dans le petit périmètre géographique qui pourrait me convenir, je ne trouvais pas ce que je voulais. Donc, j'ai fait des recherches en ligne, j'ai comparé différents sites, et j'ai trouvé un praticien qui fait de la visio, et j'ai commencé ma psychothérapie en visio. Ce qui, pour revenir à la question de l'indexation sur les pages Google, au fait d'apparaître en première page de résultats, ce qui fait que c'est une approche qui ne tient pas compte en fait de l'existence de la visio, parce que basiquement, les gens qui font les recherches, qui cherchent un psychologue près de chez eux, en général, ils vont taper une requête géographique. Donc ils vont taper psychologue Paris ou psychologue Montélimar. Or, en fait, vos patients potentiels, vos patients qui sont encore des prospects et qui ne sont pas encore des réels patients, ils ne sont pas juste dans la ville où vous exercez. Aujourd'hui,
grâce à Internet, ces patients, ils sont partout dans la sphère francophone européenne. On va laisser de côté nos amis québécois à cause du décalage horaire, ça peut être un peu compliqué, c'est pas impossible, hein. Mais voilà, faisons simple. Si on tient compte du pouvoir d'achat et qu'on exclut les gens qui parlent le français mais dans des pays à très faible revenu, qui n'auront pas les moyens de se payer une séance de psychologue même à 40 €, parce que ça représente beaucoup trop par rapport aux revenus moyens dans leur pays. Et si on met de côté donc, tout ce qui est un peu trop loin en termes de fuseau horaire, donc on va laisser la France des antipodes, comme on dit, on va laisser tout ce qui est Nouvelle-Calédonie et on va laisser le Québec, même si je répète, le Québec c'est encore faisable de faire une séance en visio avec eux, hein, selon les horaires que vous choisissez. Si on reste juste focalisé sur la francophonie européenne, en fait, c'est extrêmement réducteur de vouloir juste apparaître quand quelqu'un tape psychologue plus nom de ville dans sa barre de recherche. Ce que vous voulez faire, idéalement, c'est aussi apparaître quand la personne fait une demande plus précise sur l'aspect psychologique, mais moins précise sur l'aspect de la géographie. Donc, par exemple, quelqu'un qui taperait psychologue, troubles alimentaires dans sa barre de recherche Google. Quelqu'un qui taperait comment guérir troubles alimentaires, par exemple. Et là où je veux en venir, c'est que même si vous apparaissez très bien placé sur Google avec ces types de résultats, en fait, c'est encore limitant parce que, je l'ai expliqué, la page de recherche Google, c'est compliqué d'apparaître en première page des résultats, c'est compliqué d'y rester, c'est un casse-tête, et puis surtout, qu'est-ce qui apparaît ? Est-ce que ce qui apparaît, c'est votre site ? Est-ce que ce qui apparaît, c'est un article que vous avez écrit sur la question, par exemple, des troubles alimentaires ? Bon, en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus puissant qui, en fait, correspond pour moi au vrai bouche-oreille numérique. Ce n'est pas, vous l'avez compris, hein, je pense, si vous avez suivi jusqu'ici dans ce podcast, mais ce n'est pas Google, c'est l'autre moteur de recherche le plus utilisé au monde. En l'occurrence, le deuxième moteur de recherche le plus utilisé, c'est YouTube. Pourquoi ? Parce qu'en fait, YouTube, c'est plus puissant que Google dans certains cas. Et dans le cas d'un psychologue qui veut développer sa patientèle, c'est infiniment plus puissant. Bon, déjà, il faut qu'on parle du nombre d'utilisateurs de YouTube. Pour la France, et juste la France, on évalue le nombre d'utilisateurs mensuels uniques à 63 millions. En fait, presque 64. Hein, c'est 63 900 000. Donc, alors, il faut prendre en compte que dans ce chiffre, il y a les enfants, hein, clairement. Donc, on peut enlever facilement 10 millions. Même si vous êtes un psychologue qui a une spécialité accompagnement des enfants, c'est pas eux qui font l'acte d'achat, ce sont les parents qui vont vous choisir, vous, plutôt qu'un autre psychologue, etc. Mais même en enlevant les enfants, ça fait un paquet de gens, surtout si on rajoute les chiffres de la Belgique et de la Suisse, puisqu'on estime qu'il y a à peu près 7 millions d'utilisateurs suisses qui utilisent YouTube, 7 500 000, et pour ce qui est de la Belgique, on est presque à 10 millions, je crois qu'on est à 9,3 millions, si je dis pas de bêtises. J'ai pas noté le chiffre exact, mais on est sur un chiffre plus élevé que celui de la Suisse. Donc, quand on cumule toutes ces audiences, et qu'on enlève les enfants, on est à plus de 60 millions d'utilisateurs uniques. Alors, quelle différence avec Google, vous allez me dire ? Parce que ces utilisateurs, ils font aussi des recherches sur Google. Eh bien, la différence, en fait, il y a plusieurs points. Le premier, c'est que YouTube recouvre les fonctionnalités de Google. C'est-à-dire que la personne qui tape psychologue, troubles alimentaires dans sa barre Google, elle peut faire cette recherche aussi dans la barre YouTube. La différence étant bien sûr qu'elle n'aura que des résultats vidéo, elle n'aura pas des articles ou des podcasts, etc. Bon. Mais en gros, la fonction moteur de recherche pure et dure, YouTube la fournit. Mais là où ça devient vraiment extraordinaire, c'est que au lieu de juste fournir un moteur de recherche, YouTube va fournir un algorithme de recommandation qui n'existe pas sur Google. C'est-à-dire que sur Google, les recommandations se font uniquement sur la base de votre requête. Vous tapez psychologue, troubles alimentaires dans la barre de recherche et vous avez des résultats et ça s'arrête là. Sur YouTube, non seulement si vous tapez psychologue, troubles alimentaires dans la barre de recherche, vous aurez ces résultats, mais évidemment, vous allez cliquer sur certains de ces résultats, donc vous allez lancer une vidéo.
Ou si vous faites comme moi, vous allez ouvrir plusieurs onglets et les regarder les unes après les autres. Bon, mais on va dire que l'utilisateur moyen, il va se contenter de cliquer sur une vidéo. Pas forcément celle qui arrive en tête, mais très probablement une de celles qui arrivent dans les 5 ou 10 premiers résultats. Une fois qu'il va regarder cette vidéo, vous le savez parce que vous faites probablement partie des 63 millions de Français qui utilisent YouTube au moins pour leur divertissement. Une fois que l'utilisateur a lancé la vidéo, il va avoir ce qu'on appelle la barre de recommandation. Alors sur ordinateur ou sur téléconnecté, c'est sur le côté. Enfin, sur navigateur, c'est sur le côté. Sur téléphone, c'est en dessous de la vidéo. Vous avez la vidéo qui se joue dans, en gros, le tiers supérieur de l'écran, et en dessous, vous pouvez défiler et avoir d'autres vidéos qui sont suggérées. L'omniprésence de ces recommandations, elle soulève une question qui est, on va dire, la concurrence entre les vidéos, mais ça, je ne vais pas en parler aujourd'hui. C'est un sujet que j'adresserai très précisément parce qu'il y a tout un art pour rester compétitif sur YouTube. Toujours est-il que vous regardez votre vidéo et quand vous l'avez finie, vous avez toutes ces recommandations qui vous sont faites. Et vous avez même des recommandations supplémentaires, c'est ce qu'on appelle les écrans de fin, puisque une fois que la vidéo s'est arrêtée, vous avez YouTube qui rajoute en surimpression sur l'écran noir une douzaine de vidéos dont l'algorithme YouTube estime qu'elles peuvent vous intéresser. Évidemment, si j'ai regardé une première vidéo sur les troubles alimentaires, l'algorithme YouTube va me proposer d'autres vidéos sur les troubles alimentaires. C'est un peu plus subtil que ça, attention. En fait, il ne va pas me proposer uniquement des vidéos sur les troubles alimentaires. Peut-être il va me proposer d'autres vidéos de la même chaîne. Si j'ai regardé votre vidéo sur les troubles alimentaires, mais que vous avez aussi une vidéo sur le burn-out, une vidéo sur la dépression et ainsi de suite, YouTube va peut-être me les proposer. Mais ça veut dire aussi que la vidéo, si vous avez fait une vidéo sur les troubles alimentaires, cette vidéo, elle ne va pas juste être proposée aux gens qui ont fait la requête dans la barre de recherche, de taper psychologue, troubles alimentaires ou comment guérir troubles alimentaires. Non, votre vidéo sur les troubles alimentaires, elle va aussi être proposée à des gens qui ont regardé, par exemple, le témoignage d'une influenceuse qui a révélé avoir souffert d'un trouble alimentaire, qui a décidé d'en faire une vidéo qui est devenue, alors, virale n'est peut-être pas le bon terme, mais vidéo qui a fait plusieurs dizaines de milliers de vues ou plusieurs centaines de milliers de vues en fonction de l'audience de l'influenceuse en question. Donc, ces gens qui à la base ne sont pas arrivés pour la question des troubles alimentaires à proprement parler, mais qui sont arrivés parce qu'ils ont un attachement à cette influenceuse, ils ont ce qu'on appelle une relation parasociale, ces gens vont avoir dans leurs recommandations votre vidéo sur les troubles alimentaires. Je simplifie énormément, bien sûr, la situation, puisque ce qui peut se passer, c'est que tout le monde ne va pas avoir exactement les mêmes recommandations, puisque justement, un des ingrédients qui fait que l'algorithme YouTube est aussi puissant, c'est qu'il personnalise les recommandations. C'est pour ça que vous avez envie de rester. Voilà. Mais il y a quand même une certaine logique dans la manière dont l'algorithme procède. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir récupérer une partie de l'audience. Donc je reste dans l'exemple de cette influenceuse qui a décidé de révéler qu'elle avait souffert de troubles alimentaires dans une FAQ ou dans une vidéo vraiment qui parle de ça. Vous allez récupérer une partie du flow de son audience. Une partie du flux de son audience, pardon. Donc ces viewers, parce que bon, c'est un peu comme ça qu'on dit dans mon milieu, donc je vous invite à vous habituer dès à présent à cet anglicisme. Les viewers, ils vont en partie regarder votre vidéo. Peut-être que sur les 50 000 personnes à qui YouTube va montrer votre vidéo après la vidéo de l'influenceuse en question, peut-être que sur ces 50 000 personnes, il y en a 5 000 qui vont cliquer sur votre vidéo parce que même si eux ne souffrent pas de troubles alimentaires ou ne pensent pas en souffrir, la vidéo de l'influenceuse a éveillé leur intérêt sur la question. Ils veulent en savoir plus. Là, ce qui va se passer donc, c'est que une partie de cette audience va regarder votre vidéo. Donc disons 5000 personnes. Sur ces 5000 personnes, bien sûr qu'il y a très peu de patients potentiels. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des patients potentiels dans cette audience. Et même si on dit qu'il y a peut-être que 50 patients potentiels dans l'audience, il y a quand même 5000 personnes qui vont voir votre vidéo, qui vont prendre conscience de l'existence de votre chaîne
Et ça veut dire que quand moi, 2 semaines plus tard, je ferai des recherches et je taperai à nouveau dans ma barre de recherche Google, YouTube, pardon. Quand je taperai dans ma barre de recherche YouTube, psychologue troubles alimentaires, comment soigner troubles alimentaires, votre vidéo, qui aura pris 5000 vues grâce à cette espèce d'effet de ruissellement, votre vidéo apparaîtra plus haut dans les résultats. Ou tout simplement, même si sa position n'a pas bougé, et qu'elle était déjà numéro 1 par exemple, elle aura encore plus de preuves sociales. La preuve sociale, vous le savez, c'est le fait que, comme l'être humain est une espèce extrêmement grégaire, on est très sensible à l'opinion des autres, voire, j'ai envie de dire, l'opinion de la masse, et entre 2 vidéos, dont l'une a 50 vues et l'autre a 5000 vues, je vais inconsciemment me dire que celle qui a 5000 vues, elle est mieux. Elle est peut-être plus pertinente, peut-être que c'est juste le filmage qui est mieux fait, ou peut-être que vraiment les propos sont mieux, que la personne est plus captivante, peu importe, mais ça va jouer en ma faveur. Donc, là où je veux en venir, et je pense que là vous commencez à voir la différence entre Google et YouTube et l'avantage extraordinaire que représente YouTube, c'est que YouTube, c'est une plateforme. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que quand je suis sur Google, que je fais une recherche et que je clique sur un résultat, donc par exemple, je clique sur un article qui parle de troubles alimentaires, je quitte YouTube. Une fois que je suis sur le site WordPress d'un psychologue ou même d'un blogueur ou d'un coach qui a écrit un article sur les troubles alimentaires, je ne suis plus sur Google, pardon. Il faut que j'ouvre une nouvelle page, il faut que je refasse une recherche. Au contraire, quand je suis sur YouTube en train de regarder une vidéo qui parle de troubles alimentaires, pendant et à la fin de la vidéo, je reste sur YouTube et je n'ai pas besoin de ressortir de la plateforme pour consommer un autre contenu qui parle du même sujet. Donc, vous avez cet effet, en fait, de recommandation où l'algo va proposer des contenus sans aucune friction. C'est-à-dire que je n'ai pas la friction, le désagrément, si vous préférez, de quitter YouTube pour refaire une recherche. Je peux rester sur YouTube, faire ma recherche et, même si ce n'est pas des recherches par mots-clés, cliquer sur les contenus qu'on me propose. Donc, le côté plateforme est un avantage que YouTube possède sur Google. Mais j'irai plus loin que ça. En fait, YouTube, c'est une plateforme parmi d'autres. Netflix aussi, c'est une plateforme. Spotify, c'est une plateforme. Facebook, Twitter, ce sont des plateformes. Instagram aussi est une plateforme, évidemment. Mais la différence entre tous les exemples que je viens de donner et YouTube, c'est que YouTube, c'est ce que j'appelle une plateforme totale. Alors, qu'est-ce que j'entends par plateforme totale ? J'entends que sur YouTube, vous trouverez des vidéos qui parlent de toutes les thématiques possibles et inimaginables. Citez-moi n'importe quel centre d'intérêt, je vous trouverai une vidéo qui parle de ce centre d'intérêt. D'accord ? Citez-moi n'importe quel sport, je vous trouverai une et surtout plusieurs chaînes qui parlent de ce sujet, enfin de ce sport en particulier. Judo, il y a des chaînes qui parlent que de judo. Sport de combat en général, il y a des chaînes qui parlent de sport de combat. MMA, il y a des chaînes qui parlent de MMA. Curling, ce sport dont on adore se moquer gentiment, eh bien sachez que la Fédération du monde de curling a une chaîne YouTube et c'est sa chaîne officielle. Voilà. Et ça, c'est juste l'exemple des sports. Dites-moi, tricot, il y a des chaînes qui parlent de tricot. Dites-moi, alimentation, il y a des chaînes qui parlent d'alimentation. Et ça, l'alimentation, c'est une thématique. Mais si on veut être plus précis et parler de niche, vous allez avoir des chaînes qui testent des restaurants. Hein, c'est ce qu'on appelle les influenceurs food. Vous allez avoir des chaînes qui parlent de cuisine et qui montrent comment cuisiner, donc des chaînes de tutos ou de mélange entre le divertissement et le tuto. Vous allez avoir des chaînes qui parlent de diététique, donc là on est dans la niche de comment bien manger. On n'est pas juste comment se faire plaisir avec de la gastronomie, on n'est pas juste dans le divertissement et l'influence de je teste des restaurants. Vous voyez, il y a en fait une thématique qui peut être décomposée en niches, et ces niches après peuvent être décomposées en sujets, et le sujet c'est, comme son nom l'indique, le sujet d'une vidéo. Donc, par exemple, si j'ai une chaîne sur le judo, je peux avoir une vidéo qui parle des championnats de monde de judo de 1996, très précisément. Et puis, je peux avoir une autre vidéo qui parle de Teddy Riner, voilà, et ainsi de suite. Donc, YouTube, non seulement a le meilleur algorithme de recommandation à l'heure actuelle disponible et en fonction, enfin, en activité sur Internet, mais en plus, de par
l'infinie diversité de ces contenus, YouTube a du contenu pour tout le monde. Parce qu'il traite toutes les thématiques et en plus, chaque thématique peut être traitée de manière différente. Il y a des chaînes qui vont avoir une approche de divertissement, il y a des chaînes qui vont avoir une approche de médiation culturelle ou de vulgarisation scientifique, il y a des chaînes qui vont être très personnelles, très do-it-yourself dans leur esthétique, il y a des chaînes qui vont être très très produites. Bref, YouTube, c'est un multivers et, comme j'ai dit, c'est une plateforme totale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je reprends mon exemple d'influenceuse, que non seulement vous aurez les bénéfices de la fonctionnalité de recherche de Google appliquée aux gens qui savent déjà ce dont ils ont besoin, comment soigner troubles alimentaires, ça veut dire que vous aurez le bénéfice de l'effet plateforme, c'est-à-dire que même si je sais déjà ce que je veux et que je suis passé par le moteur de recherche, je n'ai plus besoin de ressortir de YouTube pour regarder une autre vidéo, y compris plusieurs vidéos de votre chaîne à la queue leu-leu. Et troisièmement, je vais aussi consommer YouTube pour plusieurs raisons, pour mon divertissement, pour mon éducation, ou pour résoudre un problème très précis, voilà cette fameuse problématique de comment soigner les troubles alimentaires, par exemple. Donc, ça veut dire que YouTube est encore plus efficace que Google sur l'aspect purement recherche pour vos contenus, en proposant l'avantage de faire un contenu audiovisuel. Et on pourra parler de la variété du podcast non filmé, qui est un exercice très particulier, mais en gros, d'ailleurs, je précise pour ceux qui écoutent ce podcast sur les plateformes, les plateformes de podcast type Apple Podcast ou Podcast Addict, que je filme aussi le podcast. Peut-être que vous m'avez d'ailleurs découvert sur YouTube. Bref, comparé à un article Google, vous avez quelque chose qui est beaucoup plus incarné, puisqu'on a le visage et au moins la voix du psychologue qui déroule son propos. Et enfin, vous avez une forme en fait de sérendipité, parce que je peux découvrir votre chaîne même si je n'étais pas venu faire une recherche précise sur un trouble mental précis, alors que peut-être je suis quand même un patient potentiel. Donc, une personne va peut-être regarder des vidéos de diététique et se retrouver avec une vidéo de psychologue qui parle de troubles alimentaires en suggestion, regarder cette vidéo et vouloir être suivie par ce psychologue parce qu'elle a pu développer un niveau de conscience beaucoup plus intense que si elle avait juste lu un article, parce qu'elle vous a vu agir, elle vous a entendu expliquer, elle a vu votre visage, elle sait qui vous êtes, et là, vous ferez la consultation en visio, vous abolissant ainsi, vous libérant ainsi de la contrainte géographique. Donc on est dans le vrai bouche-oreille numérique, par opposition à ce que je vais appeler le bouche-oreille analogique, c'est-à-dire un humain qui recommande votre cabinet à un autre humain. Là on est sur un algorithme qui recommande votre contenu à un autre humain, et c'est ce contenu qui va servir de porte d'entrée pour votre patient potentiel, pour votre prospect. C'est ce contenu qui va servir de porte d'entrée à votre prospect pour se dire, si j'ai besoin de me faire soigner, en tout cas me faire suivre pour telle ou telle problématique, je veux être suivi par cette personne qui habite peut-être à l'autre bout de la France, qui habite peut-être en Belgique ou en Suisse, et c'est pas grave, parce que la consultation se fera en visio. Nous arrivons à la fin de ce premier épisode d'Objectif Patientèle. J'espère très sincèrement avoir réussi à vous faire toucher du doigt la puissance de YouTube en tant que plateforme de recommandation. Si vous voulez sauter le pas de la création de contenu, ou si vous avez déjà sauté le pas mais que vous n'êtes pas du tout satisfait des résultats de votre chaîne YouTube, je vous invite à me contacter à l'adresse objectifpatientèle@gmail.com. Je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous. Dans tous les cas, même si vous ne voulez pas vous lancer dans la création de contenu, ou si vous êtes parfaitement satisfait des résultats de votre chaîne, je vous invite évidemment à vous abonner au podcast sur votre plateforme de prédilection pour ne louper aucun autre épisode. À très bientôt.